Bonjour à tous. Nous allons aborder la question de la nouvelle donne géopolitique issue de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, les deux superpuissances victorieuses que sont l'URSS et les États-Unis vont se partager la direction du monde. Les puissances européennes qui ont été durablement touchées par cette guerre vont apparaître comme affaiblies sur la scène internationale, et de nouveaux acteurs vont rapidement émerger et engendrer de nouvelles tensions. Donc on pourra se poser la question, comment l'ordre du monde se reconfigure-t-il sous la direction des deux vainqueurs? Premier temps, la bipolarisation du monde et la guerre froide. Il nous faut voir, dans un premier temps, comment s'affirment ces deux modèles et comment se constituent deux grands blocs. Les deux grandes superpuissances, les États-Unis et l'URSS, vont affirmer et promouvoir leur vision du monde. Les États-Unis sont une démocratie libérale, c'est-à-dire un régime politique qui défend les libertés individuelles sur le plan politique, la liberté d'entreprendre et la propriété privée sur le plan économique. L'URSS est une démocratie populaire. Alors le nom peut être trompeur, mais c'est un régime qui est dictatorial, où le pouvoir est exercé par un parti unique, le Parti communiste, et où l'économie est dirigée par l'État. Chaque puissance va mettre en place des accords militaires. Du côté américain, ce sera l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, signé en 1949, qui réunit les États-Unis, le Canada et l'Europe de l'Ouest. De l'autre côté, le pacte de Varsovie est une union militaire qui rassemble l'URSS et une partie des républiques populaires d'Europe de l'Est, donc en 1955. On a aussi des accords économiques. Du côté américain, c'est le plan Marshall. Cette aide a concerné l'ensemble des pays d'Europe, mais l'Europe de l'Est, sous la direction de Moscou, a refusé cette aide. Et donc, on préférait le Comecon, c'est-à-dire justement une aide venant de l'URSS pour sortir des difficultés de la guerre. On voit qu'une opposition se fait dans de nombreux domaines. Sur le plan géographique d'abord, les deux puissances tendent à ce qu'on appelle l'hégémonie, c'est-à-dire imposer sa vision du monde sur les différents espaces du globe, dans les différents enjeux qui vont apparaître tout au cours de cette période. Par exemple, en Europe, les soviétiques vont installer une base militaire, et Berlin, par exemple, va devenir un symbole de cet affrontement. En Afrique et en Asie, les soviétiques et les américains vont intervenir dans de nombreux conflits, que ce soit le Vietnam, la guerre de Corée ou la crise de Suez. Sur le plan militaire, on assiste à ce qu'on appelle une course aux armements. L'objectif est de garnir des arsenaux en vue d'un conflit ouvert avec l'autre puissance. C'est notamment le cas des armes nucléaires. Sur le plan spatial, la course à l'espace est aussi lancée. En 1957, les soviétiques lancent leur premier satellite, et le premier homme dans l'espace avec Yuri Gagarin en 1961. Mais les Américains, on va dire, remportent cette course avec notamment la marche sur la Lune en 1969. Sur le plan culturel, on peut voir aussi cet affrontement se concrétiser. Au cours des Jeux Olympiques, les deux puissances rivalisent avec les performances de leurs athlètes respectifs. Le cinéma vient aussi vanter le modèle de vie américain et la lutte contre le communisme. On le voit notamment dans les films de James Bond. On assiste également à une guerre des espions. Les structures d'espionnage et de renseignement se développent. Le KGB en URSS et la CIA aux États-Unis. D'autres structures vont également se développer venant d'autres pays, que ce soit par exemple le SDES en France ou le MI6 en Grande-Bretagne. On assiste à des trahisons, l'espionnage des activités, la livraison de renseignements stratégiques. Alors plusieurs phases dans cet affrontement. De 1947 à 1953, on a une montée de tension entre les deux blocs. Il y a une volonté d'hégémonie. Une date importante, c'est 1947, c'est-à-dire la rupture de la Grande Alliance, c'est-à-dire que la Grande Alliance qui avait battu le nazisme s'effondre. Pour les soviétiques, le but est d'étendre le communisme dans le monde, en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est. C'est la doctrine Jdanov. On va créer ce qu'on appelle le Cominform, qui remplacera le Comintern. C'est une union de toutes les organisations communistes internationales.
Face à cela, on a la doctrine Truman, c'est-à-dire les États-Unis sont dans une politique d'endiguement. C'est la politique du containment, c'est-à-dire il faut contenir le communisme, éviter sa diffusion en développant dans les différents pays des mouvements anticommunistes et en développant ces pays-là pour éviter qu'ils tombent dans le communisme. Durant cette période, plusieurs crises. La crise de Berlin, de 1948 à 1949, a lieu le blocus de Berlin. Les soviétiques coupent la voie d'accès à Berlin-Ouest, et donc cette partie de la ville doit être ravitaillée par des voies aériennes. Les soviétiques vont devoir lever le blocus, c'est une victoire américaine. En 1949 se créent deux Allemagnes, la République fédérale allemande et la RDA, la République démocratique allemande. On a également la guerre de Corée, c'est l'invasion par la Corée du Nord communiste de celle du Sud, puis d'une intervention américaine et onusienne qui va repousser les Nord-Coréens sur leur territoire. La Chine va intervenir également dans ce conflit. Un armistice sera posé en 1953 et les deux Corées seront séparées au 38e parallèle. De 1953 à 1962, c'est la coexistence pacifique. En 1953, c'est la mort de Staline. Donc il y a l'espoir d'un desserrement des tensions avec l'arrivée de Nikita Khrouchtchev qui entame ce qu'on appelle une déstalinisation du régime. Donc un dialogue peut commencer à s'esquisser. On parlera de coexistence pacifique, c'est-à-dire que les deux puissances peuvent coexister, même si elles ont des différences, sans se faire la guerre. Cependant, cette notion a des fragilités. On va le voir dans deux crises importantes. En 1961, les soviétiques commencent la construction du mur de Berlin qui sépare la ville en deux. Les Allemands, en effet, de l'Est fuient vers l'Ouest pour trouver de meilleures conditions de vie. Et la grande crise de cette période, c'est la crise des missiles de Cuba. Avant 1959, l'île était dirigée par un dictateur qui était lié aux États-Unis, c'était Fulgencio Batista. Un groupe de révolutionnaires mené par Fidel Castro va renverser ce pouvoir. Castro, au départ favorable aux États-Unis, va se tourner rapidement vers l'URSS. Notamment, il y a eu une tentative de renversement à la baie des Cochons. Il accepte donc la création d'une base de lancement de missiles à moyenne portée dirigée vers les États-Unis. Des cargos soviétiques sont en route pour apporter les ogives nucléaires à Cuba. Les USA se sentent menacés et forcent les soviétiques à reculer pour éviter un affrontement nucléaire. Cette période est importante car le monde est à deux doigts de passer à une confrontation nucléaire qui pourrait être dévastatrice, et Khrouchtchev recule. Commence ainsi donc ce qu'on appelle la période de la détente, de 1962 à 1975. La crainte de l'affrontement nucléaire fait prendre conscience du potentiel destructeur des deux forces, donc il faut désormais envisager des rapports plus cordiaux. Même si les divergences idéologiques demeurent, les deux pays vont essayer de limiter les affrontements et de trouver des moyens de coopération. C'est notamment les accords SALT I qui limitent le nombre d'armes nucléaires en 1972. Les conflits périphériques qu'on retrouve au Vietnam ou au Proche-Orient montrent que la guerre froide demeure une toile de fond dans les relations internationales, mais chaque puissance doit aussi faire face à des contestations à l'intérieur de son propre camp. Un exemple pour montrer ces contestations, c'est l'année 1968. On a des mouvements dans le monde entier, notamment au niveau de la jeunesse, qui seront suivis plus tard par des mouvements sociaux, des grèves des ouvriers, des manifestations ou des blocages d'usines. À l'époque, de nouvelles revendications émergent comme le pacifisme, la libération sexuelle, le féminisme ou le refus de la société de consommation. Par exemple, aux États-Unis, sur le combat contre la ségrégation raciale, en 1968, Martin Luther King meurt, il était fer de lance du mouvement des droits civiques, et le mouvement va se radicaliser, notamment avec l'apparition du Black Panther Party, que l'on peut considérer comme une organisation d'autodéfense des populations noires. À l'intérieur du bloc de l'Est, on a l'écrasement par les chars du pacte de Varsovie du printemps de Prague. En effet, en Tchécoslovaquie, les communistes ont tenté de démocratiser le régime. Un mouvement avait suivi pour appuyer cette volonté de réforme. Cependant, la révolte est matée par Moscou et de grands procès sont organisés contre les dirigeants communistes tchécoslovaques. Nous allons maintenant étudier l'émergence de nouveaux acteurs qui vont tenter de se frayer un chemin dans cet affrontement que se livrent les États-Unis et l'URSS. D'abord, il y a le processus de décolonisation. En 1945, on peut dire que le contexte est propice à la décolonisation. Les puissances occidentales coloniales sont fragilisées par la guerre. La dénonciation de la colonisation est portée par de nombreux acteurs, comme
l'Organisation des Nations Unies qui s'est créée après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS. Les peuples colonisés ont participé à la libération de l'Europe. Par exemple, les combattants algériens ont participé à la libération du territoire français. Et donc, cette libération s'est accompagnée de promesses. Un élément important est la vision raciale. Il est apparu que des peuples blancs, entre guillemets, français ou néerlandais, ont été vaincus par un peuple, entre guillemets, jaune, les Japonais. Donc tout ceci va permettre le processus de décolonisation. Les États-Unis ont une posture ambiguë dans cette situation, car ils restent attachés à combattre le communisme et sont donc prêts à prêter main forte aux puissances coloniales, par exemple en Indochine avec la France, en reniant leur souhait de libération des peuples. Cette volonté d'indépendance a d'abord émergé chez les élites indigènes qui, pour une grande partie d'entre eux, ont fait leurs études ou travaillé en Occident, par exemple comme Ho Chi Minh. Cette élite désire désormais que les principes de liberté et d'égalité soient accordés à leurs compatriotes. Les populations indigènes, en effet, subissent des discriminations très importantes et une oppression politique et militaire. Par exemple, de nombreux Algériens ne peuvent aller voter ou ne sont pas assez scolarisés. La classification traditionnelle oppose souvent les décolonisations négociées et les décolonisations violentes. Cependant, il faut nuancer. C'est vrai car en effet, certaines indépendances ont été décidées par les tractations politiques. Par exemple, les colonies d'Afrique noire françaises, comme le Sénégal, ont été négociées. D'autres ont été faites à la suite de conflits armés, par exemple l'Indochine ou l'Algérie. Mais l'indépendance de l'Inde, par exemple, qui est négociée en 1947, a provoqué des violences plus tard entre Indiens et Pakistanais. Les guerres de décolonisation sont souvent dues au fait que le colonisateur est très attaché à certaines possessions, et donc, en plus d'avoir été humilié par la défaite de 1940, les Français ou les Pays-Bas n'étaient pas prêts à abandonner leur empire. Ces conflits ont laissé des situations dramatiques. C'est le cas par exemple des Pieds Noirs en Algérie, qui étaient obligés de tout abandonner sur place pour pouvoir partir, ou par exemple des combattants algériens musulmans de l'armée française, qui ont été ensuite massacrés, car considérés comme des traîtres. On assiste ensuite à une volonté d'affirmation des pays qui viennent de se décoloniser. Un chiffre pour commencer, en 1945, l'ONU ne comptait que 51 membres. En 1972, elle en compte 132. Les nouveaux pays nés de la décolonisation donc entrent en masse dans les instances internationales. Il y a un désir de s'affirmer dans ces relations internationales. Cependant, nous sommes dans un contexte de bipolarisation. Un concept va émerger, c'est celui de tiers-monde, un concept qui a été créé par Alfred Sauvy, qui est un démographe, pour désigner en fait les pays les moins développés issus de la décolonisation. En 1955, c'est la conférence de Bandung qui rassemble les nouveaux pays décolonisés, notamment l'Indonésie, l'Égypte, l'Inde ou le Vietnam. On y affirme la liberté et l'indépendance. On va dénoncer un néocolonialisme, c'est-à-dire une nouvelle forme de domination, souvent par l'économie ou le culturel. Dans les anciennes colonies, par exemple, les entreprises des pays colonisateurs demeurent sur place et continuent à exploiter les ressources. On prend en compte la supériorité numérique des populations asiatiques et africaines. On prend en compte la supériorité numérique des populations asiatiques et africaines qui ne veulent plus être la minorité opprimée. D'autres conférences suivront, notamment Belgrade en 1961 ou Alger en 1973. On va parler pour certains pays de non-alignement, c'est-à-dire un refus des États de la décolonisation de prendre parti en faveur de l'un ou l'autre des deux grands pendant la guerre froide. Cependant, il faut nuancer ce non-alignement. Un bon nombre de pays décolonisés a reçu des aides venant des deux grandes puissances, en fonction de leur inclination politique. Un exemple, le Vietnam. Le Vietnam a été largement aidé par les soviétiques ou les chinois pour se libérer des Français puis des Américains. On peut nuancer également car des difficultés vont s'installer dans ces nouveaux pays, notamment des dictatures, des conflits au niveau des frontières ou des conflits à l'intérieur, notamment des conflits interethniques. C'est le cas par exemple de la guerre du Biafra au Nigeria. Ces difficultés vont donc pousser ces pays à chercher de l'aide et se mettre donc sous la dépendance d'un pays plus grand, que ce soit les États-Unis, l'URSS ou la Chine. Il est donc temps désormais d'aborder le nouvel acteur important de cette période, c'est la Chine communiste. En effet, après de durs combats entre les nationalistes et les communistes, en 1947, Mao Zedong victorieux proclame la République populaire de Chine. Il lance donc d'abord ce qu'on appelle le grand bond en avant. C'est une politique de développement industriel de la Chine. Cependant, elle a des conséquences désastreuses sur la population. On estime aujourd'hui 20 à 40 millions de morts, notamment à cause de la famine. Au départ, il forge une alliance avec l'URSS en 1950, c'est le traité d'alliance sino-soviétique, mais en 1960, les relations se tendent
et la Chine rompent cette alliance, il y a des conflits de frontières, la Chine est donc à la recherche de nouveaux alliés. La Chine va apporter son soutien et son aide aux pays en voie de décolonisation en Asie ou en Afrique, avec des livraisons d'armes ou une aide économique. La Chine va participer à la guerre de Corée et dans les conflits du Vietnam. Et même les Chinois vont se rapprocher des Américains. Ce sont les rencontres sino-américaines initiées par ce qu'on appelle la diplomatie du ping-pong, où les athlètes américains étaient plutôt bien accueilli en Chine. Ces soutiens importants lui permettent en 1971 de devenir membre du Conseil de sécurité de l'ONU et d'évincer à ce moment-là la République de Chine qui était Taïwan. En 1972, Richard Nixon, président américain, est accueilli en Chine où il est reçu par le président Mao. Il nous faut aborder maintenant la question du Moyen-Orient. On observe tout d'abord ce qu'on appelle la montée du nationalisme arabe. Ces pays ont eu accès à l'indépendance, notamment car ils étaient portés par des leaders nationalistes plutôt socialisants, qui recherchaient l'indépendance et l'unité. On a parlé de panarabisme, c'est-à-dire la volonté politique d'unir au sein d'une même nation tous les pays de langue arabe. Cette idée a été notamment portée par le président égyptien Gamal Abdel Nasser. En 1956 a lieu une crise importante du Moyen-Orient, c'est la crise du canal de Suez. Le canal de Suez était géré au départ par des actionnaires français et britanniques. Le président égyptien Nasser l'a nationalisé. Les Anglais et les Français refusent cette situation. Un accord est trouvé entre Israël, la France et le Royaume-Uni. Les Israéliens attaquent l'Égypte, puis des parachutages sont faits de commandos français et britanniques. Les affrontements sont importants, mais les États-Unis et l'URSS font pression pour un cessez-le-feu. Dans les conditions de paix, le Sinaï doit rester démilitarisé, c'est-à-dire interdit de tout mouvement militaire. Les casques bleus interviennent pour protéger cette région. Nasser apparaît comme désormais une figure importante du monde arabe. Il a montré que les Arabes peuvent s'affranchir des anciennes grandes puissances coloniales. On le voit par exemple en 1958 avec la prise du pouvoir des nationalistes du parti Baas en Irak par le général Qassem. Pour les anciennes puissances coloniales, comme la France ou l'Angleterre, ils voient donc leur influence baisser dans cette région. Cette période est aussi marquée par l'affrontement israélo-arabe. On avait vu que ce conflit commençait déjà à se préciser dès la fin de la guerre. Il va donc continuer tout au long de cette période et est ponctué par des guerres successives. En 1967, par exemple, la guerre des 6 jours, le président Nasser avait envoyé son armée dans le Sinaï, considéré comme une zone démilitarisée. Israël riposte par une attaque éclair et envahit toute la région du Sinaï et le plateau du Golan en Syrie, et une partie des territoires palestiniens, notamment la bande de Gaza. On assiste également à la prise de Jérusalem-Est. L'ONU demande l'arrêt du conflit et tente de trouver une paix juste et durable au Proche-Orient. Cependant, les tensions vont se durcir entre de nombreux pays arabes qui refusent toute paix, reconnaissance ou négociation avec Israël. Un élément important sur le Moyen-Orient, c'est la question palestinienne. En effet, depuis 1947, de nombreux Palestiniens vivent réfugiés, soit en Syrie, au Liban ou en Jordanie. Ils veulent s'unir pour mener un combat pour récupérer leurs terres. Cependant, ils ont besoin du soutien des grandes puissances et de l'ONU. En 1959 est créé le Fatah par Yasser Arafat, qui se trouve alors en exil au Koweït, l'objectif étant de libérer le territoire palestinien de l'entité sioniste. Pour ceci, il crée ce qu'on appelle les Fedaïn, c'est-à-dire des commandos palestiniens organisés pour attaquer Israël. En 1969, le Fatah prend le contrôle de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. La question palestinienne a pu être portée par des leaders nationalistes arabes, cependant les Palestiniens ont encore des difficultés à se faire entendre. Pour conclure sur cette partie, les relations internationales sont profondément marquées par la bipolarisation du monde. En effet, les deux superpuissances vont intervenir sur tous les continents. Cependant, la guerre froide se décompose en périodes plus ou moins intenses, donc l'influence des superpuissances peut diminuer. Mais on ne peut pas avoir une vision aussi réductrice. Il y a également la volonté de nombreux acteurs, que ce soit la Chine communiste, les États arabes ou bien les États issus de la décolonisation, de faire évoluer la situation vers un monde plus multipolaire, c'est-à-dire un monde où plusieurs pôles peuvent coexister, et non plus seulement deux pôles, l'Est et l'Ouest.